Quand j'étais petite, je détestais les potatoes, mais maintenant j'aime bien manger genre une ou deux. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. K et Luna. K, aujourd'hui, nous recevons David Lacomblède et c'est la première fois que je suis prise de court pour présenter quelqu'un. On pourrait bien entendu le présenter en faisant la liste de toutes ses nombreuses créations ou en s'appuyant sur ce qui est visible de l'homme public et engagé qu'il est. Mais je ne sais pas pourquoi, l'intuition ou l'envie m'emmène ailleurs. Alors oui, il est un acteur référent du numérique, président de la Villa Numéris. Oui, en lisant ses chroniques sociétales dans l'opinion, on sent une envie d'adresser le plus grand nombre par le débat. Oui, il est engagé et entreprenant dans les projets qu'il défend, le dernier en date, l'ouverture de la station Saint-Omer, lieu d'open innovation. Alors bien sûr, on pourrait débattre avec lui de sa vision de l'économie circulaire, de l'innovation responsable, de la privacy, mais en fait, il m'inspire d'autres endroits. Bonjour David, on est vraiment ravis de te recevoir. Bonjour. Bonjour David. Alors David, on a beaucoup avec Luna aimé ton article anonyme mais pas trop, qui traite de nos libertés fondamentales, le droit à l'oubli, la liberté d'expression entre autres. Quelle serait, pour démarrer ce podcast ensemble, ta définition de l'intime à l'aube d'une ère plutôt, où tout est visible? Peut-on embrasser autant d'engagement et de causes que toi et continuer à avoir des jardins secrets? L'intimité, c'est ce qui est caché au plus profond de soi-même et pourtant aussi parfois le plus visible parce que son moteur. D'ailleurs, vous remarquerez dans des tribunaux, des avocats ont des intimes convictions qu'ils exposent à tout le monde. Et c'est en cela que le digital agit comme un filtre de vérité. C'est que sur les réseaux sociaux, dans l'espace numérique, vous vous présentez sous votre meilleur jour. Et c'est bien normal. On ne va pas vous reprocher de mettre une belle photo de vous sur LinkedIn. On ne va pas vous reprocher de mettre en valeur votre parcours. Néanmoins, si vous vous en éloignez, vous allez être appelé à la vérité par vos amis, vos camarades. Et si vous en éloignez beaucoup, avec des positions radicales, vous allez prendre le risque d'être mis au banc de cette société. Et donc être appelé à l'intime vérité de ce que vous êtes et de ce que les autres perçoivent. La réalité, je crois que c'est Jules César qui disait, vous finissez toujours par ressembler à la manière dont les gens vous voient. Et donc effectivement, il s'agit d'être en vérité et par nature, elle ne s'exprime pas. Il y a un contrat de lecture entre les médias et leurs lecteurs, spectateurs, téléspectateurs. La réalité, c'est que chacun d'entre nous est devenu un média et a ce contrat de lecture, en quelque sorte, avec ceux qui les suivent, avec ceux avec qui ils interagissent en permanence. Avec un effet de loupe du numérique tout à fait, j'allais dire, effroyable, au sens où il grossit des points qui ne mériteraient peut-être pas toujours de l'être. On est dans un nouveau langage qui n'est plus vraiment écrit, qui n'est pas tout à fait oral, qui est un entre-deux. Si je vous envoie un SMS tout à l'heure, après ce podcast, en disant là, vous y êtes allé un peu fort, honnêtement, vous allez trouver ce message assez violent. La réalité, vous voyez bien à mon œil entre nous et à mon ton de voix que c'est pas si grave que ça. Et donc, on n'est déjà plus du tout dans le même niveau de compréhension, au risque effectivement que le numérique puisse faire jaillir des tensions, et on le voit dans des entreprises. Moi, j'ai dirigé des équipes sur des plateaux où les personnes étaient à un bureau l'un de l'autre et s'envoyaient des emails. Autant dire que ce n'était pas la bonne manière de communiquer. Moi, je les ai interdits d'ailleurs dans les équipes à l'époque. Parce que le numérique a cet effet d'exhausteur de sentiments. Un peu comme du sel sur les aliments qui relèvent la saveur. Et ça marche dans les deux sens. Dans les haines, mais aussi dans les passions. Et ça accélère en quelque sorte ces mouvements. Ok, donc tu parles un peu d'un dosage quelque part un peu plus juste entre trop ou pas assez. Quelque part, j'entends un peu de réguler un peu un écart-type entre ce qui est perçu et ce qu'on a voulu dire de nous. Exactement, je pense qu'il faut savoir tourner 7 fois son tweet dans son application C'est beau, ça. Avant de le poster. Okay. Mais tu es quand même du coup partisan d'assumer le fait que cette capacité à avoir un accès au numérique rajoute
un moyen d'interaction avec l'autre sur son intime, finalement. Amplifie même. On est quand même sur un instrument extraordinaire. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est un accès à tous les savoirs, à toutes les connaissances. C'est la véritable bibliothèque d'Alexandrie. Faut-il encore un bibliothécaire pour trouver ce que l'on y cherche? Après, effectivement, comme tout nouveau média, il est accusé des pires maux. Mais ça a été le cas du livre, qui était accusé de faire entrer le diable dans la chambre des femmes. Je crois qu'on les brûlait même. Ça a été le cas de la rhétorique à l'Antiquité, où on accusait les rhéteurs de détourner le sens des débats. Ça a été le cas de la télévision, qui allait vider les salles de cinéma, etc., etc. Aujourd'hui, il s'avère que ce sont les réseaux sociaux, les jeux vidéo qui écerveleraient en quelque sorte les plus jeunes. Et la réalité, c'est qu'ils s'en sortent plutôt bien. Alors, tu ouvres régulièrement le débat sur le respect. Et le respect, c'est quand même un des socles essentiels aux relations humaines épanouissantes. Et pour en revenir un petit peu à tes propos, avec le numérique, les modalités d'échange ont évolué. Donc beaucoup plus d'instantanéité, d'abondance, de connexions qui sont devenues une norme finalement. Et on serait intéressé, nous, à avoir ton avis sur les sites de rencontres, effectivement la pléiade d'être accessible via les réseaux sociaux. Quelle est ta vision de cet impact-là sur la nature relationnelle, amoureuse peut-être, ou pas que d'ailleurs? Alors le respect, c'est pas la mise en respect. Effectivement, parfois on a le sentiment d'avoir des injonctions de se justifier. Là où il faut sortir de sa bulle, et en particulier dans l'espace numérique, parce que la crainte d'être mis au banc dès lors que vous auriez une opinion politique différente de celle de vos amis, de votre famille, de vos collègues, effectivement, vous prenez le risque de sortir de cette bulle et de vous retrouver en lévitation ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ça pousse effectivement à discuter avec des personnes qui nous ressemblent. Mais la réalité de la vie, c'est qu'on est en permanence comme cela. Veillons à avoir des points d'intersection, de diversité. À la limite, suivez aussi des gens que vous n'aimez pas trop sur les réseaux sociaux. Ça sera aussi une manière de voir ce qu'ils pensent de vous-même, en tout cas de vos opinions. Et ça, c'est un point important, me semble-t-il, en termes d'ouverture d'esprit, de débat. Et effectivement, on est sous des latitudes où on n'est pas trop habitué à confronter les idées. Il faut que ce soit tout blanc ou tout noir. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux permettent d'avoir une pensée massive, nette, catégorique, définitive, et c'est bien pour ça que ça favorise des discours politiques radicaux un peu pauvres, c'est que historiquement ils sont habitués à avoir cette économie d'expression, là où la réalité du monde, sa complexité, fait que pour développer une réflexion, pour l'exprimer, il faut du temps, il faut du respect, de l'écoute, et c'est de cette confrontation, de ce débat sain et organisé, que naîtront les véracités. Quand on parle de fake news, il y a plein d'informations qui effectivement sont vraies ou fausses, mais il y en a plein d'autres qui ne sont vraies que parce qu'il y a un consensus dans cette vérité. Et c'est en cela, et pour revenir à votre question sur l'intimité, qu'il est important de cultiver en quelque sorte son jardin secret, parce que si tout est su, tout est dit, et que vous êtes en partage, effectivement, vous perdez un peu de votre âme, si je puis dire. Et dans le domaine amoureux, effectivement, il y a eu l'avènement de sites, d'applications de rencontres, dont vous verrez, si vous regardez des études notamment faites aux États-Unis, qu'elles poussent à un peu plus de diversité, notamment de mixité également, dans des couples qui ne se rencontraient pas dans des soirées parce qu'ils n'étaient pas du même monde, là où les algorithmes finalement ont permis de renouer des liens qui n'auraient jamais été trouvés. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, ces couples formés par la magie des algorithmes semblent un peu plus durables que ceux qui se seraient rencontrés in real life, IRL. Mais il faut bien voir que le virtuel
n'est pas un monde à part. Il n'y a pas le réel d'un côté, le virtuel de l'autre. Le virtuel fait partie du réel. De toute façon, il suffit de voir le temps que nous passons sur nos petites machines à moins d'1 mètre de nos mains ou de nos yeux, c'est-à-dire nos téléphones, nos ordinateurs, nos montres, nos télévisions, pour bien se rendre compte que c'est au cœur même de notre intimité. C'est quand même l'objet qui est le plus proche de nos cœurs. C'est quand même l'objet qui nous permet de rentrer en contact avec, certes, la planète entière, mais aussi avec nos amis, nos familles. Et c'est le centre de nos émotions, de celles que l'on exprime publiquement, certes, par les réseaux sociaux, ou intimement par des messageries, ou que sais-je encore, avec parfois d'ailleurs des personnes qui se trompent, qui communiquent intimement en grandeur réelle. C'est arrivé. Alors, ça nous fait rigoler là, mais je pense que ça les faisait moins rire eux-mêmes. Ouais, non. Et de toute façon, en t'entendant et en écoutant plusieurs interviews de toi, c'est vrai que tu ne sépares jamais ces deux mondes. Et qu'on a tendance un petit peu à dire, il y a le monde de l'Internet et puis il y a la vie réelle. Et c'est vrai que de plus en plus, on intègre en fait, il n'y a pas de dichotomie entre les deux, quoi. On est toujours en connexion avec le réel. Alors ça va au-delà, il y a une virtualité appliquée aujourd'hui qui fait que le numérique s'immisce dans la vie, même quand il n'y a pas de relation numérique. Je m'explique, on est tous incapables de faire une file d'attente chez un boulanger de plus d'1 minute. Il n'y a pas de relation numérique pourtant, mais on aimerait que ça réponde au doigt et à l'œil comme un simple SMS, et on met une tension, une pression sur notre boulanger énorme parce qu'il sent bien qu'on est un peu pressé. Et la réalité, c'est qu'on attend de lui un service après-vente et avant-vente aussi bon que celui d'Amazon. Le pauvre gars, il n'a pas été préparé à cela. Et pourtant, le monde qui l'entoure est celui-là. Et aujourd'hui, un consommateur attend des marques ou de commandes que leur service soit aussi bon que celui d'Amazon. Un citoyen attend de la puissance publique que ces services soient aussi bons que ceux d'Amazon parce qu'il se transforme en consommateur, en quelque sorte aussi, de l'espace public. Et donc justement, sur cet enjeu du numérique et d'instantanéité, on est intéressé à avoir ton avis parce que pour nous, le podcast, justement, adresse l'enjeu de réapprendre à écouter. Parce que ce qu'on croit, c'est que plus on va s'écouter, moins on aura peur de prendre la parole. Et toi qui écris, est-ce que tu penses que l'expression par l'écrit est moins irréversible que l'expression par la voix ? Alors moi, je viens de la radio. J'ai eu la chance de pouvoir présenter des journaux quotidiens radio sur des radios privées à partir de l'âge de 15 ou 16 ans et ensuite sur RFI. Et c'est un média de liberté absolue parce que vous venez 30 secondes avant devant un micro, on vous l'ouvre, vous parlez, ce qui n'est pas possible en télévision, même sur les médias numériques, même si c'est assez léger, c'est déjà plus compliqué si vous vous adressez à beaucoup de monde. Effectivement, le son, par nature, se faufile au milieu des villes et génère une émotion par la voix qu'il est difficile de reproduire, même par l'image, même si l'image a un effet de sidération très fort. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, les images sont suspicieuses. C'est qu'elles sidèrent tellement qu'elles ouvrent la porte au fantasme, qu'elles ouvrent la porte aux manipulations de l'information, parce que il est plus facile de faire parler une image, finalement, que de faire parler des mots qui sont déjà exprimés oralement. Néanmoins, l'écrit permet de poser des idées, permet de poser des encres dans la mer, notamment, et permet aussi de voir comment les mots reviennent, mais néanmoins, effectivement, vous n'êtes pas dans ce retour immédiat, bien qu'aujourd'hui les réseaux sociaux vous permettent assez rapidement d'avoir aussi cet échange et d'engager une conversation. Heureusement, l'homme est un animal social et c'est bien ce débat qu'il faut engager, mais je crois véritablement que le son permet effectivement de porter une émotion, permet de porter aussi
parlais d'intimité tout à l'heure, une sorte de secret où on peut ne pas tout dire, ne serait-ce que parce qu'il n'y a que les mots qui nous portent. C'est joli. Et d'ailleurs, on est évidemment consommateur de l'instantanéité du net, mais je suis intéressée aussi à t'entendre sur cet essor du podcast qui réadresse l'enjeu du temps d'écoute. Voilà, on n'est pas obligé de tout dire rapidement, on n'est pas obligé d'être hyper efficace dans ce qu'on dit, on n'est pas obligé d'être toujours pertinent, on peut être faillible aussi. Et nous, ce qu'on croit, c'est que c'est sans doute un support inclusif, parce qu'à la fois, on permet à des personnes d'entendre et d'écouter une personnalité dans sa sensibilité. Et puis en même temps, on se dit que finalement, toutes les vérités sont bonnes à dire à partir du moment où, encore une fois, on est dans un cadre respectueux. Et ça, on a l'impression que l'univers de la voix permettrait aujourd'hui d'adresser un petit peu de douceur à cet univers plus digital, de sniper. Alors quand bien même on diffuse des podcasts sur Internet, bien sûr. Mais voilà, est-ce que selon toi, il n'y a pas une évolution des supports médiatiques qui permettrait de redonner sa chance au temps sur Internet? Aujourd'hui, il y a un véritable mélange des médias. C'est-à-dire que vous avez historiquement des télévisions qui font aussi de la radio, de l'écrit, et in fine, on ne sait plus quel était leur métier d'origine, au risque parfois d'une certaine cacophonie. Et inversement, vous avez des radios qui se transforment en télévision et en site web, et donc il y a effectivement un léger brouillage. Mais qu'importe, les auditeurs, téléspectateurs, rédacteurs en chef de leur propre vie que nous sommes, tout à chacun, savent parfaitement faire la différence, savent parfaitement décrypter ce qui relève d'une volonté de communication ou de manipulation, d'un propos qui aurait vocation à faire réfléchir et à échanger. C'est bien d'ailleurs la difficulté des marques aujourd'hui, de développer un récit, d'engager une relation quasiment charnelle avec leurs propres consommateurs, parce que les campagnes de communication à la papa, c'est terminé. En fait, t'appelles dans ton discours à pas mal de responsabilités des acteurs, en fait. Même si aujourd'hui, tu dis le marché est assez flou et on peut faire tout avec la radio, la télé, mais il y a une forme de responsabilité à adresser ces supports, en fait. Il y a une forme de responsabilité à parler à l'intelligence des personnes. Et donc effectivement, des marques historiques de médias ou nouvelles, qui ont donc vocation à être des repères dans l'océan du numérique, se doivent de parler à l'intelligence des personnes. Après, tu pars du postulat effectivement que l'audience est respectueuse. Pour autant, il y a quand même énormément de violence sur le net. Les personnes s'expriment de façon parfois outrancière, peuvent mettre en risque émotionnellement des personnes qui ont le courage de s'exprimer. Quel est ton avis quand même sur ces comportements sur Internet ? Alors c'est là où il y a effectivement une immixtion, c'est que pendant longtemps, on aurait pu penser que le fait de s'exprimer à ciel ouvert, sous le regard de sa famille, de ses collègues, de ses amis, finalement fasse en sorte qu'on soit un peu modéré dans ses propos. Et au contraire, aujourd'hui, ça agit comme un catalyseur, et cette violence qui peut s'exprimer chez certains semble aller au-delà même des réseaux et de déborder dans la rue, de déborder dans les manifestations. Alors, il faut bien voir que l'humanité s'est toujours construite aussi dans des confrontations, des violences. Il me semble qu'aujourd'hui, le climat ne soit pas plus dangereux qu'il ne l'était il y a 100 ans dans une ville comme Paris, par exemple, où si on lisait la presse de l'époque, on n'allait pas à pied d'un bout à l'autre de Paris aussi aisément que cela en réalité. Et puis peut-être aussi un regard, c'est que
nous, on vient du monde de l'entreprise. Je pense qu'on n'a pas appris à communiquer. On parle, et que je pense que les réseaux montrent aussi une certaine fois une incapacité à passer du mode on se parle, on se lit et on communique ensemble. Je pense énormément. C'est-à-dire que je crois vraiment que cet effort de communiquer, ces codes du langage, elles nécessitent une forme d'éducation, de formation, à échanger. Pour une pulsion de se lier, elle est, tu le disais très bien, nécessaire au départ, et elle est liée au final à notre humanité. Après, échanger, communiquer est un autre registre pour moi. Qu'il y ait des crises, des tensions, des incompréhensions, des points de vue différents, c'est normal et même souhaitable. Mais effectivement, comment vous construisez votre propre pensée par rapport à celle de celui avec qui vous êtes en train de discuter. Et c'est là où effectivement un peuple comme le nôtre est moins bien préparé que des anglo-saxons, par exemple, dans l'art de l'échange, de la confrontation, et donc dans la création de consensus qui mène aussi au plaisir de vivre ensemble in fine. Alors David, je t'avoue être assez impressionné par ta capacité à être qualitativement présent sur tous ces terrains. Où trouves-tu l'énergie? As-tu des pratiques qui maintiennent cette acuité? Un peu de lifestyle à nous partager? Comme disait mon professeur de radio à l'école de journalisme, une bonne interview dépend de la qualité de ceux qui posent les questions. Et donc, il suffisait de se mettre sur de bons rails avec vous aujourd'hui. Au-delà, j'ai plusieurs enfants, 4, et effectivement ça permet d'être éveillé et de rester en forme, effectivement. D'accord. Est-ce que rien d'autre, pas de pratique, j'allais dire, sportive ou de discipline? Parce qu'on te sent, en tout cas, depuis qu'on s'est rencontrés, dans vraiment une capacité à adresser l'autre en prenant le temps de laisser à l'autre déjà se construire son discours et de donner le tien aussi. Parce que du temps, on en a. Quand je disais qu'on a un trimestre de vie en plus par année vécue, autant vous dire que du temps pour s'informer, s'éduquer, échanger, on en a beaucoup. D'ailleurs, on connaît plein de personnes qui, passé 50-55 ans, ne partent pas en retraite, créent une deuxième activité, une deuxième phase de leur vie qui n'a d'ailleurs parfois rien à voir avec la première. Toutes sortes de choses qui étaient impensables il y a une cinquantaine d'années. Notre temps d'études a légèrement progressé par rapport à il y a 100 ans. Notre temps de vie professionnelle a eu plutôt tendance à baisser, et donc il reste un deuxième pan de vie qui s'ouvre, qui va être d'ailleurs plus long que le premier, et donc qui incite et invite au voyage, à l'échange. Et c'est bien aujourd'hui, je pense, cette notion de temps qui a à se réapproprier. Quand les Africains disent vous avez l'heure, nous on a le temps. Et donc je pense qu'on est aussi dans cette approche-là. Après, non, je n'ai pas de secret, de décoction particulière. Pas du détox. Tu nous dis simplement qu'une brève éternité qui nous attend nous permet d'avoir le temps. Exactement. Et comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Peut-être, avant de passer aux questions de Kaeluna, on en a un peu parlé, mais quel message tu pourrais adresser aux femmes et aux hommes qui sont aujourd'hui bercés médiatiquement par un climat un peu d'anxiété, hein. On le disait, notre actualité, elle est plutôt sur une polémique des Césars, un 49.3, un réchauffement climatique. Donc ce climat d'anxiété, qu'est-ce que tu aurais envie de délivrer au final comme message ? Une polémique chasse l'autre et ça finit par rassurer. C'est-à-dire qu'on serait perdu dans un monde où d'un seul coup, toutes les nouvelles seraient reluisantes, agréables. Et c'est le sociologue Denis Muset qui avait très bien décrit cela dans un livre qui s'appelle « La malinfo », qui est paru il y a une quinzaine d'années de cela, au lendemain notamment des attentats aux États-Unis et du World Trade Center. Et vous avez deux tours qui
qui s'écroule et vous regardez déjà au-delà pour voir s'il n'y en a pas une troisième. Et donc effectivement, il y a eu cet emballement de l'info qui n'est pas le propre de l'Internet. D'ailleurs, souvenez-vous de CNN. Peut-être avez-vous passé des nuits entières à regarder le ciel vert de Bagdad sur LCI à l'époque. Écoute, merci beaucoup David pour toute cette richesse et Merci cette à tous les deux. générosité à répondre. Après, on a une petite habitude, on finit toujours par les questions de Ka et Luna. Alors David, ensemble ou à deux? Ensemble, publiquement, à deux, intimement. Qui ou quoi, David? Qui? L'Iliade ou Saint-Omer? Assez étonnamment, l'Iliade ne parle pas de la station de Saint-Omer, mais beaucoup de chemins vont mener dans cette belle ville qui est assez révélatrice de l'état d'esprit de nos concitoyens. C'est une gare à l'origine. Elle a été fermée il y a une dizaine d'années. Les collectivités territoriales l'ont rachetée à la SNCF. Nous en ont confié le développement d'un espace de coworking, d'un espace d'innovation, où on trouve un Fab Lab, où on trouve une école de la deuxième chance, et où finalement des personnes prennent plaisir à se retrouver, à réfléchir ensemble, et qui n'auraient peut-être jamais eu le loisir de se rencontrer. Et by the way, on y accueille de nouveau des voyageurs, 3500 par jour, qui attendent leur train, et plus sous la pluie comme ils le faisaient depuis une dizaine d'années. Et une gare par nature est assez symbolique de ce qui se fait dans une ville, parce que tout le monde y a un souvenir joyeux de retrouvailles, ou peut-être un peu moins joyeux de départ. Mais c'est le cœur battant d'une ville. Et effectivement, les personnes ont envie d'être dans la marche du monde. Et vous avez plutôt envie d'être dans le train que de rester à quai. Et quand bien même vous pouvez avoir quelques craintes, l'homme est ainsi fait qu'il est non pas aventureux, mais curieux. Alors Saint-Omer, allez, courez-y. Embarquer dans ce joli tiers-lieu. Convaincre ou débattre? Le débat emporte la conviction. Il y a un très beau livre d'avocat Jean-Denis Bredin et Lévy qui s'appelle Convaincre. Je vous le recommande vivement. Il reprend les plus beaux échanges de rhétorique à travers notre histoire ou de procès récents. Et donc effectivement, la conviction, c'est pas l'imposition, c'est bien une part d'échange, mais aussi de séduction dans un monde médiatique. Et donc du débat peuvent naître la conviction et peuvent naître les intimes convictions. Ils se tiennent la main. Droit ou devoir? Les deux sont indissociables, me semble-t-il. Et c'est bien l'attrait et l'intérêt du numérique qui ouvre des libertés, charge à nous de les mener avec responsabilité. Et donc, effectivement, les deux sont indissociables. On peut penser tout, on a le droit de penser tout ce qu'on veut, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de l'exprimer dans l'espace public. Et pour finir, romantique ou passionné? Avec l'âge, on devient plus passionné. Ah! Quelle jolie réponse. Merci beaucoup David. Merci beaucoup David pour ce moment partagé tous les trois. Ka et Luna. Ka et Luna.